Bien, bonjour. Azzdin Nouzhi, enseignant de littérature française. Voilà, donc aujourd'hui, il s'agit une nouvelle fois de l'approche mythocritique et cette fois-ci appliquée à une nouvelle de Jean-Marie Gustave Leclésio, une nouvelle qui s'intitule Le jeu d'âne. Et cette nouvelle fait partie du recueil de nouvelles, bien évidemment, qui s'intitule La ronde et autres faits divers. Alors, pourquoi Leclésio? Parce que, comme vous le savez, Leclésio est un écrivain qui fait des éléments, ou des 4 éléments de la nature, je dirais des protagonistes. Donc nous avons toujours une présence massive, voire spectaculaire, soit de l'eau, du feu, de l'air et bien évidemment de la terre. Alors pourquoi cette nouvelle? Voilà, donc pourquoi Leclésio? Donc j'en ai parlé, mais pourquoi la nouvelle? Parce que en lisant cette nouvelle, on découvre qu'il s'agit d'un concours de plusieurs éléments de la nature qui sont là et qui participent de la naissance du sens. Donc, l'interprétation est, c'est-à-dire, elle doit suivre des chemins, comme le dit Leclésio lui-même, sinueux, et interroger ces éléments de la nature. Donc, l'approche que nous allons voir aujourd'hui, elle sera appliquée à la nouvelle Le jeu d'âne. Je rappelle quand même quelques notions concernant la méthode adoptée ici, à savoir la mythocritique. Alors, tout le monde sait que la mythocritique, c'est une discipline qui a été, je dirais, fondée, entre guillemets, par Gilbert Durand, mais ensuite approfondie par Pierre Brunel, Daniel Chauvin, par André Siganos et bien évidemment Walter. Alors, dans le livre que j'ai cité la dernière fois, Pierre Brunel et Daniel Chauvin notent que la mythocritique est une enquête sur les traces des héros mythiques et des empreintes de leurs aventures dans les textes littéraires. Alors, cette citation nous aide à comprendre la chose suivante. Alors, tout d'abord, le mot « enquête ». C'est une enquête sur les traces. On dirait un crime. Et Gilbert Durand parle, dans un autre livre, de la chasse aux mythes. Donc, nous sommes toujours dans un vocabulaire, je dirais, d'une enquête policière, d'une recherche, de la chasse. Donc, il y a des traces que nous devons suivre pour parvenir au sens. Donc, la mythocritique est une enquête sur les traces des héros mythiques et des empreintes de leurs aventures dans les textes littéraires. Cela suppose que le récit antérieur, à savoir le mythe, et j'ajouterai le conte, la légende, les autres formes simples, laisse des empreintes dans le texte littéraire. Cela veut dire également que le texte littéraire, tel qu'il est conçu aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais depuis que, c'est-à-dire l'homme a commencé à écrire, mais parlons du roman. Donc le roman serait construit en s'appuyant sur le schéma de l'oralité, à savoir le mythe, la légende, le conte. Donc, le personnage principal, le protagoniste, le héros, l'ennemi,
les rites d'initiation, tout ce qu'on trouve dans la forme orale, nous le retrouvons dans le roman. C'est ce qui a poussé d'ailleurs certains à dire que le roman est une dégradation du mythe. Alors, restons dans notre projet, à savoir la mythocritique. Donc, c'est une quête, c'est une recherche des traces du mythe ou du héros mythique et des événements mythiques dans un texte littéraire. Parfait. Alors, cela nous amènerait à étudier la structure du mythe et la structure du texte littéraire dans une perspective comparatiste. C'est-à-dire, nous avons un texte littéraire, notre objectif est de retrouver les traces du mythe. Le comment, nous allons le voir par la suite. Maintenant, nous sommes dans des préliminaires. Donc, nous aurons à comparer un texte littéraire à un mythe. Donc déjà, comme l'a bien dit Gilbert Durand, dans Chant de l'imaginaire, le mythe serait le schéma matriciel de tout récit. Donc c'est une hypothèse de base à laquelle nous croyons de manière ferme. Notre travail consisterait à dénouer, à débusquer, à découvrir, à surprendre le mythe ou quelques éléments du mythe dans un texte littéraire. Donc je simplifie, bien évidemment. Et pour voir aujourd'hui une autre méthode, je fais appel à la méthode de Pierre Brunel. Dans une partie, bien sûr. Alors, il parle de 3 points essentiels, à savoir l'émergence, la flexibilité et l'irradiation. Alors, que signifient ces 3 points? Alors, ce sont des 3 points qui font partie de la première étape du dépistage du mythe dans un texte littéraire. Alors, l'émergence du mythe. Le lecteur doit chercher des situations ou événements qui rappellent des mythes. Des sculpteurs ou des peintres qui pourraient rappeler le mythe de Pygmalion, comme nous l'avons vu la dernière fois. Un labyrinthe pourrait nous rappeler le mythe d'Icare. Alors, tout d'abord, arrêtons-nous sur le mot émergence du mythe. C'est-à-dire que le lecteur, quand il est devant un texte littéraire, il doit être très attentif au moindre geste du texte, je dirais, au moindre mouvement. Et lorsqu'il y a un élément qui rappelle un mythe, il doit s'y arrêter pour l'interroger. Ne serait-ce qu'un titre, un objet, un petit événement, un nom propre, un prénom. Donc, quand le mythe apparaît, d'une manière latente ou patente, eh bien, le lecteur doit s'y arrêter et entrer dans cette phase ô combien difficile, mais savoureuse en même temps, qui est l'interprétation. Donc, pourquoi ici sculpteur ou peintre? Quand on lit un roman où le protagoniste est un artiste, peintre, photographe, peut-être même cinéaste ou sculpteur, alors, moi je dirais que normalement, nous devons penser à un mythe où l'art est primordial, à savoir le mythe d'Icare, le mythe de Pygmalion, c'est-à-dire créer un personnage, que ce soit dans un tableau ou une sculpture
ou une photographie, etc. Donc, quand je lis un texte où il y a un personnage peintre, comme l'œuvre de Zola que nous avons vue la dernière fois, comme des romans de Maupassant, etc. Alors, là, nous sommes dans la mimésis. Nous sommes dans la reproduction du réel par le biais de l'art. Et un sculpteur du XXe siècle ou du XXIe siècle qui est un personnage de roman, automatiquement, je dirais, mythocritiquement, doit me rappeler Pygmalion. Par exemple, quand je suis en train de lire un roman de Michel Butor, où il y a beaucoup de labyrinthes, ou même un roman, cette fois-ci, pas une nouvelle, mais un roman de Le Clésio, où il y a des rues qui emprisonnent et où le personnage a un grand désir de fuir ces rues, cette société. Donc, comment ne pas me rappeler du mythe d'Icare et de Dédale, la fuite vers le soleil, la fuite vers la lumière, la fuite de la prison. Donc, quand je lis un texte et que je tombe sur un élément suspect, je dirais, je dois m'arrêter et me dire que ça pourrait, parce que je suis toujours dans l'hypothèse, ça pourrait me guider vers un mythe. Parce que le mythe, dans un texte littéraire, il n'est pas très explicite, ou même explicite. Il n'est pas clair. Il est sous-jacent. Parce que, au moment même de la genèse du texte, le travail se fait de manière consciente ou inconsciente. C'est pour cette raison que le lecteur est aussi prié de faire attention à ce détail très important. Donc, j'ai parlé de l'émergence du mythe, selon Pierre Brunel. Donc, l'émergence, c'est le mythe apparaît. Mais il apparaît parfois timidement, partiellement. Deuxième point, selon Brunel, c'est la flexibilité. Alors, la flexibilité, c'est tout simplement le mythe, qui est un élément très vivant dans un texte littéraire, il s'adapte facilement au texte, à tel point qu'il s'immisce à l'intérieur, et parfois il serait très difficile de l'extirper du texte littéraire. Donc, il s'adapte facilement au texte littéraire. L'irradiation. L'irradiation, c'est-à-dire que quand on lit un texte, par exemple la nouvelle de Le Clésio, il y a des mythèmes qui sont présents, des éléments, de petits éléments, de petits éléments du mythe qui sont présents. Mais à lire l'œuvre entière de Le Clésio, on découvre que la lumière est un élément très important et qui rayonne, qui irradie dans toute l'œuvre de Le Clésio. Non seulement une nouvelle ou un roman, mais peut-être depuis le procès-verbal, le premier roman de Le Clésio, jusqu'au dernier roman, la lumière, qu'elle soit la lumière du soleil en Occident ou dans le Sahara marocain, Al-Ayoun, Wasmara, etc. Donc, c'est vraiment une lumière présente seulement, entre guillemets, l'usage mythique de cette lumière n'est pas toujours le même. Ça dépend des lieux. Donc, la lumière, elle irradie dans l'œuvre de Le Clésio entière, pas uniquement dans une œuvre ou dans un texte. Après ce rappel de quelques points d'une nouvelle méthode, à savoir celle de Pierre Brunel, je passe cette fois-ci à
la découverte, ensemble, des éléments du mythe dans le jeu d'âne de l'Ecclésio. Alors, partons de ce dernier point de Brunel concernant la démarche mythocritique. L'on pourrait dire que la lumière, que ce soit le soleil ou une simple ampoule électrique, est un motif récurrent dans l'œuvre de l'Ecclésio. Alors, dans les premiers romans de l'Ecclésio, à savoir le procès-verbal, le déluge, la guerre, les géants, alors là, il s'agit d'une, je dirais, d'un procès-verbal de la société occidentale, cette société qui a plongé, qui a plongé dans ce mythe de la consommation et du consumérisme. Et l'Ecclésio, que ce soit dans le déluge, que ce soit dans l'inconnu sur la terre, que ce soit dans la guerre et surtout les géants, il critique cette société qui se base sur une, je dirais, une production et une technologie, mais négative. C'est-à-dire, elle asservit le citoyen, c'est-à-dire l'individu n'est plus libre de ses choix, il est guidé par le produit que produit cette société technologique. Et là, on voit les personnages qui sont aux prises avec les objets, de simples objets ou des objets de grande valeur. Mais le rapport entre le personnage et l'objet, dans l'œuvre de l'Ecclésio, n'est pas du tout heureux. Bien au contraire, surtout lorsque la scène se déroule en Occident. Lorsque la scène se déroule au Mexique ou au Maroc, au Sahara marocain par exemple, ou à l'île Maurice, le rapport de l'individu à l'objet est plutôt euphorique, parce que cet objet est une pierre, un caillou, une branche, mais lorsqu'il s'agit de la description de l'aventure, entre guillemets, sémiologique de l'individu en Occident, alors là, l'objet est réellement un danger. Et parmi ces objets, il y a l'ampoule électrique. Une ampoule, une simple ampoule électrique. Elle devient source de lumière, mais une source de lumière très négative. Mais elle est là, présente, pressante aussi. Donc cette lumière, artificielle certes, n'est pas du tout, si vous voulez, un élément qui crée, je dirais, un bien-être. Au contraire. Mais l'on pourrait dire que cette ampoule électrique est une métamorphose, un microcosme du soleil. Donc elle est présente, récurrente, c'est un motif récurrent qui revient. Là, c'est en général concernant Jean-Marie Gustave Leclésio. Mais pour aller au texte que nous avons, à savoir la nouvelle s'intitulant « Le jeu d'âne », la lumière est très présente. Dès les premières lignes, seulement cette lumière paraît cruelle. Alors, je vais à la page 137. Lorsque Antoine, qui n'est pas nommé au début, c'est un « il », à la troisième personne, du singulier, là, il parle de la lumière en disant, pour sa mère qui le regarde partir et qui avait mal un tout petit peu aux yeux, alors Leclésio nous dit, enfin le narrateur, c'est peut-être la lumière qui cause cette impression d'étrangeté. La lumière qui brillait sur les cheveux blonds de sa mère, sur le mur blanc de la villa, sur les gravillons, comme un regard qui scrute avec insistance. Et l'on continue, la lumière est présente, c'est-à-dire si on essaie de faire ou
de voir les nombreuses fois où le mot lumière se répète, ce serait vraiment plus d'une vingtaine de fois. Alors, mais dès le départ, l'on comprend que cette lumière qui fait mal aux yeux est une lumière, pour le moment, je parle du début, elle est cruelle, elle fait mal, c'est une origine de souffrance. Alors, Antoine, le protagoniste de la nouvelle, roule en voiture. Alors, j'explique tout d'abord. Là, je suis déjà dans le repérage des mythèmes. Donc, j'ai parlé de la lumière. D'accord? J'ai parlé de la lumière. Maintenant, je continue. Mais pour le moment, je n'ai pas d'hypothèse. Je lis au fur et à mesure. Les éléments paraissent de plus en plus difficilement, mais je lis et je fais attention aux détails. Donc, quand je lis une phrase comme « Un souffle sec et chaud d'été qui s'engouffre dans la manche de sa chemise et la fait gonfler dans le dos. Antoine est dans la voiture, il roule, c'est l'été. » Une phrase comme celle-ci, pour moi personnellement, elle me rappelle, ou plutôt elle me dirige vers une métaphore aérienne. Il est en voiture, et l'on sait bien que les archétypes changent de forme. Les schèmes aussi, les symboles également, ils changent de forme. Et du coup, on peut voir dans la voiture un autre, et non pas seulement une voiture à quatre pneus ou à quatre roues. Mais un souffle sec et chaud d'été qui s'engouffre dans la manche de sa chemise et la fait gonfler dans le dos, là, déjà, je vois que Antoine est dans une métaphore aérienne. Il ne roule pas en voiture, mais il vole. C'est un indice qui, en s'ajoutant au déplacement en voiture, pour monter vers la montagne, et avec le soleil en perspective, pourrait nous pousser à suspecter la présence d'un mythe en filigrane. Le mythe d'Icare, mais là je me pose une question. Donc, Antoine roule en voiture, il monte déjà, la montée en voiture, ou monter, tout simplement le verbe monter, c'est déjà aérien. Et monter, c'est une ascension. Dans la montagne, et le soleil est en perspective. Je suspecte la présence d'un mythe. Je dirais le mythe d'Icare, mais pour le moment, je suis dans l'hypothèse. Et non pas dans, c'est-à-dire l'affirmation. Voilà. Donc, je pense que pour cette première étape, je commence déjà par le repérage des éléments de base. Donc, je m'arrête sur l'air, c'est-à-dire ce souffle chaud d'été, la manche de chemise gonflée, donc il est porté par l'air, et en plus la montée vers la montagne et le soleil en perspective. Voilà, donc je m'arrête pour le moment sur cet élément et je reprendrai la deuxième partie qui concerne l'étude détaillée des mythèmes avec d'autres éléments. Bien.